Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Ebola continue de gagner du terrain en République démocratique du Congo. Plus de 200 morts, 900 cas suspects pour le variant qui circule. On n'a ni traitement ni vaccin. La pratique de certaines des populations locales complique la tâche des soignants et des humanitaires. Et puis d'une déclaration à l'autre, la Maison-Blanche dans le flou sur la guerre en Iran. Un accord semblait proche ce week-end, mais Donald Trump finalement tempère. Sur les sanctions, sur le programme nucléaire, sur le détroit d'Ormuz, les lignes rouges semblent à ce stade assez irréconciliables. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, nous allons à Cuba, une île qui n'est peut-être plus tout à fait maîtresse de son destin, tant le voisin américain accentue semaine après semaine la pression sur le régime. Après la politique de l'asphyxie économique, voilà le levier judiciaire actionné la semaine dernière contre Raúl Castro, l'ex-dirigeant cubain. Alors question, ce matin, le régime castriste peut-il encore tenir? Et les Cubains dans tout ça, comment vivent-ils ou plutôt comment survivent-ils privés de carburant, d'électricité pour beaucoup et de possibilités plus largement d'envisager l'avenir sereinement? On en parle ce matin avec Maïlis Kider, Jean-Jacques Orlianski et Xavier Calmette. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Maïlis Kider. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous Merci. êtes journaliste indépendante, spécialiste de Cuba. Vous connaissez très bien l'île pour vous y être rendu à plusieurs reprises dans le cadre de vos reportages, notamment pour la presse écrite et le monde diplomatique, entre autres choses. Sur ce plateau aussi Jean-Jacques Orlianski. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès. Et puis à distance avec nous Xavier Calmette. Bonjour. Merci de participer à cette discussion. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon. Vous rentrez de Cuba et je signale apparaître au mois de juin votre dernier texte, Le grand bond en arrière, Cuba au temps du blocus pétrolier. Vous avez vécu à Cuba à plusieurs reprises, à différents moments, et vous écrivez que vous n'avez jamais vu Cuba ainsi. Vous nous raconterez dans un instant pourquoi est-ce que vous écrivez ceci. L'actualité de ces derniers jours à Cuba, ce sont donc ces menaces américaines qui se sont précisées sur le régime castriste, avec l'inculpation par le département de la justice américain de l'ex-dirigeant Raúl Castro, dans une affaire qui remonte à 1996. Ce sont aussi ces images de manifestations vendredi devant l'ambassade des États-Unis à la Havane, avec ce mot d'ordre, je cite, « Trump ne fait pas le con, souviens-toi de Giron », référence bien sûr à la tentative d'invasion ratée de la baie des Cochons 1961. Est-ce que ces derniers jours, première question à tous les trois, on peut peut-être commencer avec vous Maïlis Kider, l'hypothèse d'une intervention américaine revient et présente dans les conversations à Cuba? Elle est évidemment présente dans les conversations. Les gens se demandent jour après jour ce qui va se passer, mais ce qui prédomine vraiment là-bas, c'est l'incertitude. Personne ne sait ce qui va se passer. Ça peut être autant une intervention que une poursuite de la situation. En fait, ce qui est particulier avec Trump, c'est qu'il dit tout et son contraire sur Cuba. Un jour, il dit qu'il va mettre le plus grand porte-avions au monde, au large des côtes, et que le pouvoir devra se rendre. Le lendemain, qu'il va terminer la guerre en Iran et puis ensuite s'occuper de Cuba. Ensuite, il dit qu'il n'y aura pas besoin d'intervention parce que tout va s'effondrer tout seul là-bas. Donc pour l'instant, c'est absolument impossible de dire ce qui peut se passer. Il y a, Xavier Calmette, une espèce de mécanique quand même qui ressemble beaucoup à ce que les États-Unis ont mis en place vis-à-vis du Venezuela et de Nicolás Maduro. Ce blocus pétrolier, on va y revenir, l'isolement diplomatique, ces vols de reconnaissance américains, le déploiement, ou en tout cas annoncé comme tel, d'un porte-avions. Est-ce que l'inculpation de Raúl Castro est le dernier maillon, le dernier prétexte qui pourrait permettre aux Américains de lancer une opération contre Cuba, comme ils l'ont fait au début de l'année contre le Venezuela de Nicolás Maduro? Alors, on ne sait pas, hein. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec les États-Unis. Et cette inculpation est un peu paradoxale, puisque les États-Unis sont en train d'intervenir dans la Caraïbe pour détruire des bateaux de pêcheurs en dehors de toute légalité. Et on accuse pour des actes justement d'avoir abattu un avion au-dessus des zones internationales,
Cuba, donc c'est complètement paradoxal. Incertitude, teintée de crainte, Jean-Jacques Orlianski, pour les Cubains? Bon, je crois qu'il faut il faut contextualiser ce qui se passe à Cuba en ce moment. On ne peut pas le séparer de l'Iran, de la crise en Iran. Et l'accélération des mesures de pression de Donald Trump, c'est le mois de mai. La première déclaration très offensive, c'est le 17 mars, donc 3 semaines après le début des opérations en Iran qui s'enlisaient. Et il y a manifestement le règlement de l'affaire iranienne, et quelle que soit l'issue du compromis qui sera trouvé, va déterminer le calendrier. Donc il multiplie les déclarations, les pressions pour occuper le terrain avec comme ligne d'horizon les élections de mi-mandat du 3 novembre. C'est-à-dire que ces menaces pourraient être un dérivatif pour peut-être séduire un électorat aussi Je ne sais pas si c'est un dérivatif. Il faut, d'un point de vue trumpiste, il ne peut pas rester sur un échec. Donc, où peut-il avoir un succès qu'il peut estimer relativement aisé à obtenir en Amérique latine? Effectivement, là, on revient à ce que vous disiez sur le Venezuela. D'un point de vue trumpiste, le Venezuela, ça s'est très bien passé. Une durée très courte, une nuit. Pas de dégâts d'un point de vue nord-américain, états-unien, pas une seule victime états-unienne. Le président en prison. Et le maintien, c'est-à-dire que c'est révélateur des objectifs de Trump. C'est pas les droits de l'homme, c'est pas les libertés, c'est pas la démocratie, mais la prise d'un gage, donc l'économie du Venezuela, l'économie pétrolière et gazière. Tout ça repose sur une déclaration, il s'en cache pas d'ailleurs, au mois de novembre 2025, il a publié sa feuille de route. On le trouve sur le site de la Maison-Blanche, ça n'a rien de secret. Il a réaffirmé de façon brutale, crue et sans excuse, sans justificatif éthique ou idéologique, le continent américain, c'est le domaine des États-Unis. C'est la fameuse doctrine Monroe version Trump. Cuba, c'est un caillou. Voilà. Bon, c'est un caillou. Tous les présidents américains ont essayé de s'en débarrasser. Et il est revenu plusieurs fois là-dessus. Il a dit, moi, depuis ma jeunesse, j'entends parler de Cuba, ça nous gêne, il faut le reprendre. Mais c'est moi qui vais le faire. Il l'avait dit le 17 mars, il l'a répété en Floride au mois de mai, et il l'a répété encore une autre fois à la fin mai. Je vais reprendre Cuba. Sauf que Cuba n'est pas le Venezuela, Raúl Castro n'est pas Nicolás Maduro. Alors on va s'arrêter quelques instants sur Raúl Castro, qui n'est plus officiellement président de Cuba depuis 2018. Il a bientôt 95 ans. Il est officiellement seulement dégagé de ses responsabilités politiques. Ce qu'on comprend dans cette inculpation américaine d'une histoire de 2 Américains tués au début des années 90, c'est qu'en fait, ça dit beaucoup de la puissance toujours active de Raúl Castro à Cuba. C'est lui qui tire les ficelles? Bien sûr qu'il a une influence énorme à Cuba. C'est le dernier Castro de sa génération à être là. Et puis, on sait qu'il dirige encore. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment. Qu'est-ce qu'il dit, à qui il parle, qui prend les décisions, qui l'a prise. Ça, on ne sait pas. C'est très opaque, mais en tout cas, on sait qu'il est bien là. Il reste une figure centrale de la politique cubaine, Raúl Castro, Xavier Calmette. Il reste aussi un acteur économique majeur, je crois. Alors, en fait, on ne sait que très peu de choses du gouvernement cubain. C'est un gouvernement où Raúl Castro a probablement une influence très forte, mais il y a très peu de choses qui filtrent du gouvernement cubain. Donc, on ne sait pas vraiment quel est son rôle au sein du régime. On sait que c'est son fils El Cangrejo qui est en train de négocier avec les Américains. Mais au-delà de ça, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du régime cubain. Pourquoi les Américains ne s'en prennent pas au président cubain directement, actuel, Diaz? Il pourrait, mais ça ne changerait pas. On a bien vu ce qui s'est passé au Venezuela, c'est-à-dire que le régime ne tient pas sur un seul homme. C'est-à-dire qu'il y a les forces armées révolutionnaires, il y a des ministres qui sont installés au sein du gouvernement, il y a une ligne probablement
assez dure à l'intérieur du gouvernement cubain. Donc, ça ne changerait pas fondamentalement les choses de changer simplement un dirigeant. Et on l'a bien vu d'ailleurs au Venezuela, où finalement, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de changement des hommes du gouvernement. Contrairement à ce que raconte l'administration américaine. Alors bien sûr, la situation politique à Cuba est connue, difficile de savoir quel est le soutien réel des Cubains au régime. Mais pour en revenir aux manifestations de vendredi dernier, il y avait dans la foule les 4 enfants de Raúl Castro. Et je crois que c'est lui que vous évoquiez à l'instant, Xavier Calmette, l'un des petits-fils de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. On va s'arrêter peut-être quelques instants sur lui, Jean-Jacques Kourlianski. Selon le média américain Axios, c'est lui qui discuterait actuellement avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans les autorités cubaines, manifestement, ont bien analysé ce qui s'est passé au Venezuela et ils ont multiplié les interlocuteurs. Donc il y a effectivement le président, comme vous en parliez, comme vous l'avez dit, il y a le neveu de Raúl Castro, la rencontre avec le chef de la CIA, qui est venu pour la deuxième fois, je crois. L'interlocuteur était le ministre de l'Intérieur cubain. Les réponses au discours agressif venant des États-Unis sont données soit par le ministre des Affaires étrangères, soit par le vice-ministre des Affaires étrangères. Donc les Cubains ont compris qu'il fallait disperser le nombre des têtes possibles pour rendre difficile la répétition d'un scénario à la vénézuélienne. Un chef, on le prend, le système est décapité. Manifestement, le système cubain n'est pas le système vénézuélien. Et il faut peut-être interpréter la mise en examen de Raúl Castro, qui indépendamment de la structure du pouvoir, 95 ans, qu'est-ce qu'on peut pas le condamner à 50 ans de prison, ça n'a pas de sens. Un vieillard emmené aux États-Unis en prison, ça peut avoir un effet négatif. C'est plutôt le symbole, le nom de Castro qui est visé. Ça fait partie de toutes les critiques, toutes les mises en demeure venues des États-Unis, qui sont multiples, qui touchent les aspects économiques, le groupe Gaesa, qui touche la libération éventuelle de prisonniers politiques pour envoyer un signal à l'électorat cubain de Floride, qui touche la restitution des biens qui ont été nationalisés et qui appartenaient à des Cubains qui sont pour la majorité d'entre eux installés en Floride. Donc il y a une multiplication des pistes, des messages, et je crois que c'est cette multiplication qu'il faut prendre en compte et qui effectivement ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement une intervention armée, puisque la stratégie qui est suivie jusqu'à présent, en espérant qu'elle fonctionne d'un point de vue nord-américain avant le 3 novembre, c'est d'étouffer le régime et qu'il s'écroule de lui-même. Et le régime, l'administration Trump ne chercherait pas, peut-être en la personne du petit-fils de Raúl Castro, une espèce de personnage semblable à celui de Delcy Rodriguez au Venezuela ? Non, c'est le symbole, à mon avis. C'est plutôt le symbole qui est visé, le nom de Castro. Fidel Castro, Raúl Castro. Oui, effectivement, ce que veut Trump, c'est démontrer, et ce qu'ont voulu tous les présidents des États-Unis jusque-là, c'est démontrer que le système cubain s'effondre sur lui-même. En fait, ils ne veulent pas que les gens pensent que c'est de la faute des États-Unis si ce système s'effondre. Ils veulent vraiment donner l'impression aux Cubains et aux personnes à l'étranger et aux États-Unis, dont les personnes en Floride, que voilà, ce système ne fonctionne pas. C'est ce que Marco Rubio dit depuis des semaines, voire des mois. Ce système ne tient pas, ce système centralisé va s'écrouler tout seul et ça n'est pas notre faute. Marco Rubio, fils d'immigrés cubains, bien sûr, il y a quand même un président américain qui fait exception. C'était il y a 10 ans, Barack Obama, un déplacement historique, et son todos americano se lançait à La Havane, qui était venu enterrer, avait-il dit à l'époque, le dernier vestige de la guerre froide. À l'époque, on pensait le dégel entre Cuba et les États-Unis irréversible. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que Donald Trump tient à ce point à défaire tout ce que Barack Obama, j'ai une partie de la réponse en tête, mais vous allez nous expliquer mieux que ça, mais pourquoi il tient absolument à défaire tout ce que Barack Obama a tenté de faire il y a 10 ans ? Ce sont deux stratégies aux antipodes l'une de l'autre. Barack Obama misait sur l'ouverture économique
Ce qui est aussi le but de Donald Trump. Donald Trump veut vraiment s'emparer économiquement de Cuba, y placer des hôtels, enfin voilà, il veut faire en sorte que son entourage, en tout cas que les gens aux États-Unis puissent gagner de l'argent à Cuba, ce qui était aussi le but de Barack Obama, qui a fait les choses très différemment, en disant on se rapproche, mais ce qui a été fait à son époque, c'était le défilé Chanel à la Havane, le tournage de Fast and Furious. Enfin, il y a quand même une influence états-unienne qui a commencé à se faire sentir à Cuba, mais qui s'est faite en douceur, donc qui a été mieux acceptée. Donald Trump préfère, lui, jouer la force et veut réellement étouffer l'économie jusqu'à ce que ce système s'effondre afin qu'il puisse avoir la voie libre. C'est simplement deux stratégies différentes, à mon avis. Et on sait bien que Donald Trump ne fait pas dans la douceur. Dans le soft power, Donald Trump et Barack Obama, Xavier Galmet, sont les deux versants d'une même pièce, d'une politique américaine à l'égard de Cuba qui n'a jamais supporté en réalité l'arrivée au pouvoir de ce régime révolutionnaire inspiré du marxisme-léninisme à quoi 150 km de ses côtes. Oui, effectivement. C'est-à-dire l'embargo américain n'a jamais été terminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un embargo américain, voilà, qui dure depuis plus de 60 ans et qui a des conséquences dans tous les secteurs économiques. Là, ce qui change avec Donald Trump, c'est une application extrêmement sévère de cet embargo et un blocus pétrolier. Et ça a des effets sur la population. On voit des choses qu'on ne voyait absolument pas avant à Cuba, des manifestations spontanées, des casseroles qu'on entend résonner la nuit dans certains quartiers, comme à Lawton ou à Díaz de Octubre, et surtout en province. C'est assez impressionnant dans certaines villes de province. Et la politique de Trump vise justement à susciter ce mécontentement en rendant les conditions de vie absolument impossibles. Il faut savoir que dans les villes, aujourd'hui, à La Havane, enfin, La Havane encore, il y a des véhicules, mais si vous allez à Cienfuegos, Santa Clara, on est passé de l'utilisation de taxis et de voitures à des tricycles électriques et le retour au cheval dans certaines zones un peu périphériques. Donc voilà, ça c'est la politique de Trump. Est-ce que ça va marcher ? J'en suis vraiment pas convaincu. Et puis surtout, ça a des effets sur la population qui sont absolument délétères. Le taux de mortalité infantile a doublé sur les 2 dernières années. On va y revenir, bien sûr, Maëlys Kider, là-dessus, encore sur la stratégie trumpienne vis-à-vis de Cuba. On faisait tout à l'heure le parallèle avec la situation en Iran. Vous l'évoquiez, Jean-Jacques Kourlianski. On y retrouve aussi quelque chose de l'ordre d'un pouvoir américain qui essaie de ce que la situation soit... de laisser pourrir à tel point la situation que les Cubains se rebelleraient eux-mêmes contre leur propre régime. Ça n'a pas fonctionné en Iran parce que la structure du régime est faite de telle façon que ça ne peut pas arriver et que c'est se leurrer que de penser que ça le puisse. Est-ce que ça pourrait être le cas à Cuba ? Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit une minute. Je pense qu'il est très important de préciser que la crise cubaine, le manque de pétrole, le manque de médicaments, tout ce qu'on voit actuellement, les coupures de courant, etc., ne datent pas du 3 janvier 2026, ne datent pas des événements qui se sont déroulés au Venezuela. Cuba est dans cette situation depuis des années, depuis le Covid, voire un peu avant. Donc, je pense que c'est une précision qui est assez importante. On va y revenir sur les conséquences pour le quotidien. Voilà, en tout cas, elle ne date absolument pas de 2026. Moi, j'y étais l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et on voyait déjà ces phénomènes qui se sont aggravés depuis le début de l'année. Et maintenant, sur la capacité, elle est très difficile à jauger. On sait bien, c'est un régime autoritaire à Cuba. Sur la volonté, la capacité des Cubains à éventuellement faire ce régime change, comme on le dit pour l'Iran, d'eux-mêmes. Est-ce que la comparaison n'est pas tellement entre les situations internes des deux pays. Pour Trump, ce qui est important, c'est de régler la crise iranienne qu'il a lui-même provoquée au plus tôt. Donc c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que le calendrier de ce qui va se passer à Cuba est lié à la résolution de la crise iranienne. Donc la solution privilégiée par les États-Unis, par Donald Trump, c'est une solution à l'économie.
C'est-à-dire, mais ils n'arrivent pas à trouver la personne qui pourrait jouer le rôle de Delcy Rodriguez au Venezuela, qui permettrait une passation de pouvoir à une personne du système, mais laissant les clés de l'économie, les clés du pouvoir réel à Washington. Et c'est tout le paradoxe de la situation. Et donc, pour répondre à votre question sur l'éventualité d'une rébellion de la population qui manifesterait, c'est une option qui semble très compliquée puisque on se rappelle du 11 juillet 2021, les Cubains sont sortis en plein Covid parce qu'ils disaient il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments. Et ça a été suivi de beaucoup d'arrestations. Et par la suite, on a observé des micro-manifestations. Et depuis début 2026, les gens sortent certains soirs pour protester contre les coupures de courant. Et ils tapent sur des casseroles une partie de la soirée. Et ça aussi, ça a été suivi d'arrestations. Les gens ne s'aventurent pas trop à manifester. Et vous rappeliez, Xavier Calmette, effectivement, ces manifestations comme on le peut à Cuba aujourd'hui. Alors, si je comprends bien le scénario de l'intervention à ce stade, bon, c'est incertain, mais ce n'est pas le plus probable. En revanche, effectivement, la réalité de Cuba aujourd'hui, c'est cette politique d'asphyxie économique qui ne date pas de l'intervention américaine au Venezuela, mais qui s'est aggravée ces dernières semaines avec la coupure totale des livraisons de pétrole venu du Venezuela, dont Cuba a besoin jusqu'ici. La réalité, concrètement, Xavier Calmette, de la vie des Cubains aujourd'hui, c'est donc pas de carburant pour circuler. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'on circulait dans certains endroits de Cuba à cheval. C'est pas d'électricité, y compris à La Havane. Je crois qu'on est en pleine saison touristique. L'île fonctionne une grande partie. L'économie de l'île fonctionne grâce au tourisme. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. De quoi vit-on aujourd'hui ou de quoi survit-on à Cuba ? Alors, les conditions de vie, elles sont extrêmement difficiles. Il faut savoir qu'il y a des coupures d'électricité. Alors, à La Havane, on a des coupures d'électricité qui dépassent généralement pas les 24 heures. En province, oui, on peut avoir l'électricité qui s'arrête pendant 72 heures, voire une semaine dans le pire cas. Et ça a plein de conséquences. Et ça a notamment des conséquences sur l'eau. C'est-à-dire que pour avoir de l'eau chez soi, il faut utiliser des pompes et les pompes ne fonctionnent qu'avec l'électricité. Et lorsque vous avez l'électricité, vous n'avez pas d'eau. Lorsque vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas. Enfin, lorsque vous n'avez pas d'eau, vous avez l'électricité. Et donc, ça entraîne des difficultés dans la vie quotidienne. L'essence, en fait, il y a eu un changement pendant que je me trouvais là-bas. Au début, c'était très très difficile de trouver de l'essence. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver de l'essence. Il y a des importateurs privés, mais par contre, le prix est très élevé. Il faut savoir que le diesel, on est à peu près autour de 4 € le litre. Sur l'essence, on peut monter jusqu'à 8 € dans le pire des cas le litre. Et puis pour vivre, les salaires dans le secteur étatique sont très bas et il y a des entreprises d'État qui ferment sans que les travailleurs ne soient affectés à une autre entreprise. Donc il y a des gens qui se retrouvent actuellement absolument sans emploi, sans ressources, et la situation est absolument effroyable. Et là, il y a une différence. Effectivement, il y avait des pénuries de médicaments avant. Effectivement, il y avait des difficultés dans la vie quotidienne. Mais à ce point-là, tel que je l'ai vu cette année, c'est du jamais vu, même à Cuba. Oui, c'est ce que je disais au début de cette émission. Vous avez vécu plusieurs fois à différentes périodes à Cuba. Et une île exsangue à ce point, vous ne l'avez jamais vue ? Non, j'avais vu des pénuries, mais à ce point, jamais. Et puis l'apparition de marchés noirs quasiment officiels qui s'est déroulé sur les dernières années, comme la Cuevita ou le marché de Cien y Boyeros, où on trouve là pour le coup les médicaments au prix du marché, mais qui sont inaccessibles pour la plupart des Cubains qui travaillent dans les entreprises d'État. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles. L'intensité est nouvelle. Maëlys Kidder.
Oui, je partage tout ce qui a été dit. Il faut imaginer ce que c'est que de vivre avec 2 heures d'électricité par jour. C'est-à-dire que les aliments pourrissent dans le frigo, décongèlent dans le congélateur, et donc ça devient dangereux de les consommer par la suite, mais ils le font quand même. Donc il n'y a pas d'eau, ce qui veut dire que on ne peut pas faire la vaisselle, prendre une douche, tirer la chasse d'eau. Donc ça crée des conditions d'hygiène qui sont terribles. Dans les hôpitaux, il y a des coupures de courant aussi. Certains hôpitaux sont équipés de générateurs, mais pas tous. Et donc, certains ont des panneaux solaires, mais certaines machines ne fonctionnent pas à partir des panneaux solaires. Donc, en fait, il y a des gens qui se rendent à l'hôpital et on leur dit on ne peut pas vous prendre en charge parce que l'hôpital est éteint et on n'a pas d'électricité. Voilà ce qui se passe concrètement. Et j'ajoute que le manque de pétrole a créé des conditions dans lesquelles l'État ne ramasse pas les poubelles, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc il y a dans la Havane des montagnes de déchets absolument partout, et ça crée des conditions sanitaires qui sont terribles. Là, les grosses chaleurs arrivent à Cuba depuis début mai, on va dire, ce qui fait que il n'y a pas d'air de climatisation pour les gens la nuit. Donc c'est une chaleur qui est suffocante, donc pas de climatisation ou pas de ventilateur. Et là, les moustiques vont faire leur retour puisque la saison des pluies arrive, donc avec l'humidité, on va sans doute revoir une épidémie de chikungunya, d'olopuche, et toutes ces maladies qui sont liées aux moustiques. Avec des hôpitaux qui ne peuvent pas fonctionner, comme vous l'avez pas fonctionné, et ce qui a fait des ravages à l'automne dernier. Presque tout le monde a eu le chikungunya là-bas. C'est une maladie qui est très dure, voire traumatisante, et quasiment tous les Cubains l'attrapaient l'un après l'autre. Jean-Jacques Kurlansky, donc tout ça est la conséquence du fait que Donald Trump a menacé quiconque livrerait du pétrole à Cuba de sanctions, que le pétrole vénézuélien est coupé depuis début janvier. La situation s'est aggravée au cours des années, comme vous le rappeliez, Maïlis, mais ça s'est aggravé donc ces dernières semaines. Il y a eu de ci, de là des livraisons d'aide espagnoles, mexicaines. Je crois qu'il y a eu des livraisons de pétrole russe aussi, mais des gouttes d'eau dans un océan de besoin. Alors, oui, effectivement, d'un point de vue pétrolier, il y a eu un bateau russe qui est passé au mois de mars. Il y en a eu 7 ou 8 qui ont été interceptés, donc le blocus est total. Mais le problème n'est pas simplement pétrolier. Il y a une offensive également sur les pays qui pratiquent une coopération médicale qui rapporte beaucoup d'argent à Cuba. Donc plusieurs pays ont renvoyé ou ont suspendu ou n'ont pas renouvelé les contrats de coopération médicale avec Cuba. Vous voulez dire des médecins notamment qui vont travailler sur place ? Oui, les médecins oui. Et il y a également, à travers des pressions exercées, des menaces envers les pays qui coopèrent avec Gaïssa, des menaces de sanctions. Donc il y a déjà une entreprise minière canadienne qui a fermé boutique, qui est repartie au Canada assez rapidement par peur de sanctions américaines sur ses intérêts aux États-Unis. Et il y a aussi une grande inconnue sur l'avenir du secteur touristique, parce que les grandes chaînes hôtelières françaises, espagnoles, mexicaines, colombiennes et autres, qui ont signé des accords avec Gaïssa, 51% Gaïssa, 49% pour le groupe Melia ou pour le groupe Accor, sont de fait, bien que ça ne soit pas encore très précisé, mais si on interprète bien la menace qui pèse sur Gaïssa et les intérêts qui coopèrent, étrangers qui coopèrent avec Gaïssa, ça veut dire que ces hôtels, ces chaînes hôtelières qui rapportent beaucoup d'argent, qui rapportaient beaucoup d'argent à l'économie cubaine, c'était la principale source de revenus, doivent suspendre leurs activités. Donc ça rentre, c'est une stratégie multidimensionnelle. Il y a l'énergie, il y a l'aspect coopération médicale, et il y a l'aspect tourisme à travers de Gaïssa. C'est un peu paradoxal parce que tout le monde l'a oublié, mais en 2011-2012, Donald Trump avait envisagé des investissements hôteliers à Cuba, le groupe Trump. Il avait déposé sa marque, on peut la retrouver dans les archives de l'administration cubaine, il avait déposé la marque Trump à Cuba. Pour lui, Cuba représente quand même un intérêt économique qui n'est pas le même qu'au Venezuela, mais il faut
connecté avec Gaza. Solution à Gaza, une Riviera, etc. D'une région du monde à une autre. Il a cette idée derrière la tête depuis 2011. Gaïssa étant, je le précise, un espèce de conglomérat militaire qui dirige, qui a fait main basse sur l'économie cubaine. Je vous ai coupé, Maëlys Killer, vous vouliez dire. Non, j'allais dire qu'à vrai dire, l'arrivée du bateau russe le 31 mars à Cuba a fait sentir ses effets immédiatement, puisque pendant 2 semaines, les 2 premières semaines d'avril, il n'y a quasiment pas eu de coupure de courant, en tout cas à La Havane. Mais une fois que les cuves étaient vides, on est revenu au point de départ. Sur le tourisme, Xavier Calmette, je crois que c'est à peu près 10% du PIB cubain. Il va y avoir, on l'a déjà vu ces derniers mois d'ailleurs, comment imaginer que des touristes étrangers se rendent à Cuba dans les semaines qui viennent? Oui, les zones touristiques sont entièrement vides en ce moment. Pourtant, le gouvernement essaie de préserver ces zones. Si vous allez par exemple à la Habana Vieja, qui est le centre historique de la Havane, l'électricité ne s'en va pratiquement jamais, ou 1 heure ou 2 par jour. Donc, en fait, on sent bien qu'il y a une volonté de préserver, mais il n'y a plus de tourisme. Je crois que sur le dernier mois, c'était 30 000 touristes, quand au pic du tourisme en 2017 ou 2018, c'était pratiquement le triple sur la même période de l'année. Et donc ça entraîne des conséquences même au niveau du taux de change, des réserves de change de Cuba, qui est extrêmement difficile. On a eu une dépréciation de la monnaie cubaine au cours des derniers mois et des dernières années, qui fait d'ailleurs qu'il y a une pénurie de billets. Vous voyez des queues devant les banques pour aller chercher des billets de banque, parce que tout simplement, il faut trop de billets, vous vous baladez avec des liasses énormes de billets pour pouvoir payer à Cuba. Donc dans ces conditions, c'est très difficile d'attirer des touristes. Sachant que la situation économique dans laquelle se trouve Cuba est aussi la conséquence d'une réforme monétaire début des années 2020, assez catastrophique pour l'économie de l'île, qui a entraîné une inflation, et aujourd'hui les choses en ont entraîné d'autres, et on se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas la première crise que connaît Cuba dans son histoire récente. Est-ce que vous diriez, peut-être Jean-Jacques, que la situation est pire que ce qu'on avait appelé la période spéciale qui avait suivi la chute de les observateurs, oui, dans la mesure où le tour de vis, cette fois-ci, est beaucoup plus dur que le tour de vis qui avait accompagné la sortie de l'Union soviétique, et de la fin de l'aide soviétique. Donc là, on a la fin de l'aide vénézuélienne, et avec également un tour de vis, mais le tour de vis de la loi Helms-Burton à l'époque était certainement moins dur, moins effectif que les différents tours de vis. Il y en a plusieurs qui sont successivement introduits tout au long depuis la fin janvier par l'administration Trump. Il y a également un autre tour de vis qui passait un peu inaperçu, c'est le tour de vis migratoire. Donc la semaine dernière, il y avait encore un avion qui débarquait des États-Unis avec des Cubains expulsés des États-Unis. Ça peut paraître paradoxal si on se place dans un scénario des présidents antérieurs, mais les Cubains ne sont pas bienvenus aux États-Unis actuellement. Pour prendre un seul chiffre, à la fin de l'administration Biden, il y avait à peu près 10 000 permis de résidence mensuels accordés à des Cubains fuyant de l'île. Ce chiffre, au mois de janvier de cette année, était de 15. Pas 15 000, 15. Donc on est passé de 10 000 à 15. Et d'après des sources cubaines de Miami, la négociation entre les États-Unis et les autorités cubaines porte à un point très important sur le départ négocié de 500 000 Cubains des États-Unis vers l'île. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ces dernières années, on avait plutôt eu des chiffres sur l'exode massif de Cubains, alors pas que vers les États-Unis, mais là ça se comptait en centaines de millions de personnes. Et il y a 1000 arrestations de Cubains par la fameuse police ICE. Depuis que Trump est au pouvoir, il y a 1000 Cubains qui sont arrêtés tous les ans et qui sont en attente d'un règlement de leur situation. Là-dessus, Maëlys Killer. Sur la crise migratoire ? Oui.
C'est un exode. C'est surtout les jeunes qui s'en vont parce qu'ils ont plus de ressources pour chercher du travail à l'étranger ou des études. Et donc, ils partent vers les États-Unis. Où ils ne sont plus les bienvenus, non plus. Ah non, ils ne sont plus les bienvenus, mais ils partent aussi en Espagne. Il y a énormément de personnes actuellement qui sont en train de demander la nationalité espagnole parce qu'il y a en Espagne une loi qui permet aux Cubains qui ont des grands-parents espagnols d'accéder à cette nationalité. Et donc, il y a beaucoup de... D'ailleurs, on voit beaucoup de monde devant l'ambassade d'Espagne faire la queue pour demander ses papiers à La Havane et s'en aller. Alors, on évoquait à l'instant cette période spéciale, donc la fin de l'aide soviétique début des années 90, qui aujourd'hui, Xavier Calmette, vient en aide au régime castriste. On a évoqué cette livraison de pétrole qui a fait du bien, mais très temporairement aux Cubains. Que fait le Kremlin ? Est-ce que la Chine, qui soutient encore aujourd'hui et concrètement apporte son aide au régime castriste ? Alors, il y a le Mexique qui envoie de l'aide à Cuba assez régulièrement. Et effectivement, comme vous l'avez cité, la Russie et la Chine. Et probablement, il y a des négociations avec les États-Unis, puisqu'il y a plusieurs pétroliers qui ont essayé d'arriver à Cuba et qui ne sont pas passés. Donc, il y a probablement des négociations entre les grandes puissances, des tractations pour l'aide apportée. Et la Chine, par exemple, a ouvert une ligne aérienne aussi entre l'Espagne et Cuba pour compenser un petit peu justement l'arrêt des liaisons aériennes avec la plupart des compagnies européennes. Mais sur le fond, peut-être d'un point de vue militaire, je recite des informations de nos confrères d'Axios, Jean-Jacques Korlianski, publiées mi-mai, selon lesquelles Cuba aurait acheté des drones militaires auprès de la Russie, peut-être même auprès de l'Iran. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du soutien là, ou le Kremlin n'est pas très engagé non plus sur ce sujet-là ? C'est une façon pour les autorités cubaines dans la négociation de montrer qu'ils ont des cartes dans la manche, qu'ils n'accepteront pas pour l'instant toutes les conditions posées par les États-Unis. Mais est-ce que Poutine en a quelque chose à faire Est-ce que le chiffre de 300 est exact ? On n'en sait rien. Peut-être qu'il y en a 400 ou 500. La source que vous citez signalait que c'est depuis 2023 que les Cubains achètent des drones à la Russie et à l'Iran. Mais si on regarde le chiffre, en s'en tenant à 300, même en le doublant, ça correspond à peu près à ce qu'échangent les Russes et les Ukrainiens en une journée. Oui. Mais est-ce que Vladimir Poutine, que l'on voit là à l'image, il me semble, lors d'une rencontre avec le président cubain, est-ce que Vladimir Poutine en a quelque chose à faire de l'avenir du régime castriste à Cuba ? Quelque chose à faire, on ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête. C'est une coopération qui date de l'URSS, donc qui est poursuivie. Et puis, c'est une manière aussi pour la Russie de s'opposer aux États-Unis. C'est assez symbolique, puisque si la Russie aurait les moyens d'envoyer assez de pétrole à Cuba pour faire à peu près fonctionner le pays. On l'a bien vu en avril. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que le blocus pèse quand même sur eux, mais aussi parce que ils sont occupés en Ukraine et puis ils ont d'autres choses à gérer que la crise cubaine. C'est pareil pour la Chine. Je veux dire, la Chine a des moyens énormes et on ne voit pas la Chine arriver et puis s'imposer comme un nouvel allié, un peu à l'image de ce qu'a fait le Venezuela dans les années 2000. Et pourtant, on évoquait tout à l'heure la doctrine Monroe version Donald Trump. On imagine que dans les pays de la région, on évoquait l'aide que le Mexique a envoyée assez rapidement d'ailleurs à Cuba, même si ça ne suffit pas à calmer la situation. Ces pays de la région pourraient être inquiets de ce que Donald Trump ne semble voir plus trop de frontières aux États-Unis et s'imaginer qu'ils pourraient être ceux d'après. Il pourrait. Non, les pays de la région, le contexte politique latino-américain a beaucoup changé. Et le 7 mars, Donald Trump a organisé une réunion pour former ce qu'il appelait une coalition du bouclier des Amériques, qui est une sorte d'alliance où les 12 pays qui étaient présents, c'est quand même beaucoup, 10 pays latino-américains et 2 petits gouvernements d'anciennes colonies britanniques, ont accepté
la thèse de Donald Trump, c'est-à-dire une forme de suzeraineté des États-Unis sur l'Amérique latine. À l'exception du président. Il reste le Mexique, le Brésil et la Colombie. Alors, qui ont signé, qui ont manifesté à plusieurs reprises par des déclarations et par l'envoi, et l'Espagne, et par l'envoi de bateaux d'aide humanitaire, mais pas de pétrole. Alors que le Mexique est un producteur de pétrole, la Colombie est un producteur de pétrole. Trump parle beaucoup, c'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il agit peu, mais quand il agit, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc il y a une sorte de politique du dos rond. Face à l'appétit américain, c'est le chacun pour soi. Voilà, le Mexique a déjà beaucoup de problèmes avec les États-Unis, la Colombie est en élection, le président du gouvernement espagnol a énormément de problèmes de politique intérieure. Donc on envoie de l'aide humanitaire. Mais tout le monde craint Trump. Tout le monde craint Trump. Claudia Sheinbaum au Mexique devait envoyer des bateaux de pétrole en janvier ou en février, et s'est rétractée. Et elle a finalement chargé les bateaux avec de la nourriture et des médicaments. Si on imagine, Xavier Calmette, que le régime castriste, pour une raison ou une autre, ou peut-être contraint par une situation économique qu'on a décrit ensemble, impossible, invivable pour les Cubains, discute, enfin c'est déjà le cas, mais avance un peu dans les discussions. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui permettre de calmer le courroux américain? De quoi on se parle concrètement? On évoque des délibérations de prisonniers, mais j'imagine bien que ce n'est pas ça qui pourrait calmer les ardeurs de l'administration américaine. Alors, il y a eu des libérations de prisonniers à Cuba au cours des derniers mois. Donc, c'était probablement dans les négociations. En fait, le gouvernement américain veut probablement des investissements américains, avoir une liberté de commerce à Cuba, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Et sûrement de renverser le régime. Ça me semble être vraiment les objectifs des États-Unis. Mais le fait est qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe au cours de ces négociations. Le service d'intelligence cubain a rencontré le directeur de la CIA. On ne sait pas ce qui s'est dit. Il y a eu même des rumeurs qui sont apparues sur les réseaux sociaux, dans la population, comme quoi il y aurait eu un des militaires, une des personnes qui était impliquée dans le renversement de Nicolas Maduro, qui a été présenté au cours de cette réunion. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se dit dans ces conversations diplomatiques, tout comme lors de l'arrivée du pétrolier russe, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une concordance, par exemple, sur l'usage du russe comme première langue à l'école, qui a été mise en place concomitamment avec l'arrivée de ce pétrolier russe. Donc on peut imaginer que la Russie a négocié un soft power, en échange de pétrole, justement, une nouvelle influence culturelle à Cuba. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ces discussions. Le russe avec l'accent cubain. On sait que les Américains aussi sont assez campés sur la question de l'indemnisation des entreprises qui ont été, de leur point de vue, spoliées, en tout cas nationalisées au moment de la Révolution dans les années 60. Peut-être une coopération en matière de narcotrafic. En fait, c'est ça c'est le cœur du problème. C'est les Cubains eux-mêmes savent-ils ce que les Américains attendent d'eux? Pas vraiment, mais c'est vrai que cette question des biens nationalisés au moment de la Révolution, elle est fondamentale, notamment les hôtels. Les hôtels, l'hôtel qui s'appelle maintenant Havana Libre, qui était avant le Hilton, qui appartenait à des symbole, bien sûr. États-Unis. Voilà, c'est tout un symbole. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont été nationalisés. Et comme on sait l'argent que peut rapporter le tourisme à Cuba, c'est sans doute un des points de discussion entre les Cubains et les États-Uniens. Après, en fait, ce qui intéresse Donald Trump, c'est l'économie. C'est-à-dire la libéralisation, le fait d'avoir accès au marché cubain, et non seulement d'y avoir accès, mais aussi de pouvoir les contrôler, de pouvoir les distribuer un peu comme les États-Unis le souhaitent. Je pense personnellement que la question politique l'intéresse finalement très peu. D'ailleurs, il y a un grand risque de trahison de la part de Donald Trump des Cubains de Floride, puisque s'il obtient gain de cause sur les questions économiques, il risque fortement d'abandonner la question politique et de laisser, un peu comme au Venezuela, en place ceux qui sont déjà au pouvoir, sans vraiment se soucier du
type de gouvernement en place. Donc à la question, le régime peut-il tenir, que pose cette émission? Peut-être s'il se plie aux ambitions économiques du président américain. On est d'accord sur ce point d'un mot? Non, la ligne de Trump, dans le détail, elle est pas connue, mais sur le fond, il a répété à plusieurs reprises « Je veux être celui qui met un terme à cette histoire de Cuba ». Ça, c'est très clair. Ça veut dire une forme de capitulation, si possible, au moindre coût, c'est-à-dire qui se terminerait à la façon vénézuélienne. On tient l'économie, on les coince au point de vue pouvoir. À part ça, ils peuvent rester au pouvoir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Maëlys Kider, on vous lit notamment dans Le Monde Diplo, Jean-Jacques Orlianski à la Fondation Jean Jaurès, Xavier Calmette au mois de juin, on vous lira donc dans Le Grand Bond en arrière, Cuba au temps du blocus pétrolier. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.